Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session, un podcast forcément un peu exceptionnel parce que hier a pris fin la période des échanges en NBA, la fameuse NBA Trade Deadline. Beaucoup de choses se sont passées, donc on va essayer de faire un petit peu le point sur les bonnes affaires, les mauvaises affaires potentielles ou du moins les équipes qui ont pris des risques, celles certainement qu'auraient pu ou dû prendre des risques et qui ne l'ont pas fait. Pour faire le tri dans toutes ces informations riches, parce que si vous étiez sur Twitter hier, ça n'a pas arrêté, eh bien, je suis rejoint comme d'habitude par mes coéquipiers au sein de la Team Rivers Basket Session, Shai Mamou et Antoine Pimel, les deux plus fines plumes de la presse basket sur le net et aussi sur papier, parce que comme vous le voyez derrière moi, le papier existe toujours et nous, on a le MOOC dont on est assez fiers. Alors, première question, les gars, pour commencer. Soirée agitée hier. Est-ce que vous avez été surpris par le volume d'échanges qui sont produits hier ou est-ce que c'était business as usual? Mais il y en a pas, enfin, si oui, c'est pas le volume en fait, c'est plus la qualité des joueurs échangés. Notamment, enfin, c'est surtout le gros trade entre, entre Brooklyn et Philadelphie, plus Kristaps Porzingis, ça fait quand même plusieurs All-Stars échangés. Moi, c'est plus le nombre de All-Stars échangés que le nombre d'échanges euh, ou d'ex-All-Stars, si on parle de Porzingis, qui m'a surpris. Oui, parce que on en parlait entre nous hier justement. Franchement, on avait quand même du mal à croire que le trade d'Arden-Simmons allait se faire parce que il y avait tellement de red flags. Il disait, mais c'est pourquoi est-ce que Brooklyn ferait le trade maintenant, etc. Enfin, pourquoi les deux équipes même le feraient maintenant. Du coup, oui, je suis d'accord avec Antoine. C'est plus voilà le pédigré des joueurs impliqués, même au-delà de Harden et Simmons, qui a été surprenant. Ouais, parce que pour tout vous dire en interne, on était en semi-embrouille par chat interposé. Antoine était en train de faire des pompes. Moi, j'étais en train de sortir la coutellerie à la maison parce qu'on n'était pas d'accord sur le deal Nets Sixers. Alors qu'en fait, on était d'accord. La seule chose, voilà, ce sur quoi on était d'accord, c'est qu'on pensait que finalement, aucune des deux équipes aurait forcément, enfin, il y avait peu de chances que les deux équipes arrivent à se mettre d'accord en quelques heures pour signer le truc. Finalement, ça a été le cas. Quand même grosse surprise avec manifestement grosse pression du côté des Nets parce que Harden était plus mécontent qu'on ne pouvait le penser et plus déterminé à bouger quoi qu'il arrive et des Sixers qui n'ont pas lésiné au bout du compte sur l'occasion. Je veux dire, Philadelphie a quand même lâché pas mal d'assets. Donc pour reprendre le deal, voilà, donc les Nets envoient Ben Simmons, Seth Curry, André Drummond, un premier tour de draft 2022 et un premier tour de draft 2027 protégé à Brooklyn en échange de James Harden et de ah, Paul trop Millsap. énorme. Redis-moi, Antoine. Paul Millsap. Paul Merci, Millsap. Paul Millsap. Voilà, exactement. Donc ça fait quand même pas mal de joueurs échangés dans ce deal. À chaud, quelle est votre réaction sur le deal? Je pense on va en parler forcément pas mal. Il y a beaucoup d'implications autour de cet échange. Je vous propose de commencer par les implications à court terme sur la saison. Sur la saison dans l'objectif du titre, parce que c'est deux équipes qui jouent le titre. Comment est-ce que vous voyez cet échange tous les deux? Moi, je voudrais commencer par le côté par Harden. Bon, moi, j'avais du mal à croire que malgré le mécontentement qu'il pouvait avoir, le côté mystique de Kyrie qui l'agaçait, on sait toujours des rumeurs, on ne sait jamais. Mais là, direct après le trade, les articles sont sortis pour raconter des épisodes dans le vestiaire où Kyrie il allume sa torche de saut et Harden est complètement halluciné et se dit en gros, non mais je peux pas arrêter de jouer avec un fou comme ça. Et c'était le mois dernier, hein, donc on se dit, c'est sur une courte période. Il va pas encore refaire le coup de Houston et dire bon bah la situation me saoule, je me barre, alors qu'il peut jouer avec Kevin Durant, Kyrie Irving et voilà et qui a moyen de faire quelque chose. Donc déjà voilà, ça c'était le côté surprenant. Pour les implications dont tu parlais, sur le papier et à court terme, ça peut sembler bien s'il est même à 70% de son niveau, du niveau qu'on lui connaît, comme il l'a montré l'année dernière. Parce qu'Harden, quand il est motivé, ça reste James Harden. Mais je lisais un tweet ce matin qui me paraissait très très bien résumer ce que ça impliquait. C'est Michael Grange qui tweetait du moment que James Harden reste en bonne santé, à un poids acceptable, s'entend bien avec Embiid qui est d'un calibre MVP, mais aussi ball dominant, qu'il essaye un peu de défendre, qui signe son extension, qui signe la player option et qui craque pas en playoff à des moments clés.
tout se passera bien. Voilà. Donc, ça fait quand même beaucoup de conditions et de si. Donc, c'est ce qui me rend un peu sceptique à court terme, en tout cas. Après, à long terme, on en parlera, mais c'est autre chose. Mais à court terme, je suis un peu inquiet pour Harden et les Sixers. Antoine, même. Alors, ouais, pardon, vas-y Théo. Non, non, j'allais te passer la parole justement. Comment toi tu vois ça? Alors, il y a beaucoup de points, beaucoup de choses à dire. D'un côté, je retiens que Daryl Morey a gagné son pari. Il voulait absolument récupérer une superstar. Je trouvais que c'était absurde de s'entêter à ce point-là. Je trouvais que c'était illogique de réclamer un joueur plus fort que Simmons en l'échange de Simmons, que ça n'avait pas de sens. Mais au final, il a réussi son pari. Il a réussi à avoir son James Harden. Le premier point, moi, un peu juste sur Harden comme Shai, moi, ça enterre le fait que je peux pas carrer ce mec. Je peux pas. Pour reprendre des tweets, il y avait aussi un type qui disait, alors je suis désolé, moi j'ai pas son nom, mais qui disait, mais qui va introduire James Harden au Hall of Fame en fait? Il a joué avec tellement de superstars et au final, alors que c'est ça le pire, c'est qu'Harden, ça n'avait pas l'air d'être un mec particulièrement compliqué, notamment si tu compares à Kyrie Irving. Et au final, ça marche pas. À chaque fois, il arrive à se les foutre à dos. Tu vois, Russell Westbrook, c'était son grand pote. Ils se sont séparés vite fait au bout d'un an. Alors, j'imagine qu'ils sont toujours potes, mais partiront sans doute pas en vacances ensemble non plus. Kevin Durant, je pense que clairement, c'est plus forcément son pote, même si, voilà, ils s'entendent encore correctement. Mais voilà, c'est quand même faut quand même être un sacré loser pour avoir envie de quitter Kevin Durant et Kyrie Irving pour aller rejoindre Joel Embiid. Il passe juste de super team en super team et le pire, je pense que ça va même pas marcher. C'est une réaction un peu brute là, elle n'est pas très bien expliquée, mais ce gars m'énerve. Ce gars m'énerve et les Sixers, je les trouve gagnants. Je trouve que les deux équipes sortent gagnants du trade. Je pense que les Sixers sont gagnants parce qu'ils ont leur superstar, mais je pense qu'ils gagneront pas. Mais il y avait quelque chose sur Harden à ajouter, je trouve. Du coup, là aussi, je ne sais plus sur quel média c'était, mais c'était un média sérieux qui expliquait qu'en gros, quelqu'un du camp de James Harden disait que s'il agissait comme ça, c'est parce qu'il estimait avoir gagné le droit de décrocher une bague facile, entre guillemets, donc de rejoindre une super team quand ça l'arrangeait, pour toutes les années où il a galéré tout seul, plus ou moins seul à Houston. Donc le gars, il a une perception, il a une perception très bizarre de ce qui s'est passé en fait. Ouais, c'est compliqué parce que ce qui est sûr, c'est qu'à Philadelphie, donc Philadelphie quand même a clairement, c'est comme Ben Simmons ne jouait pas, Philadelphie est clairement plus fort qu'aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Donc ça, c'est aussi simple que ça. Vu le niveau de jeu de Joel Embiid cette saison, forcément, ça renforce les ambitions des Sixers dès cette saison. Ce qui est compliqué, c'est que finalement, par rapport à ce que tu disais, Antoine, James Harden, ça s'est pas trop bien passé avec ses anciens coéquipiers qui n'ont jamais trop fait de remous au bout du compte. Là, il tombe dans une équipe avec Joel Embiid, où Joel Embiid a un fort caractère. Et je pense que si jamais ça ne se passe pas bien entre eux, il n'aura pas besoin d'attendre 20 ans et les biographies de mecs qui seront à la retraite pour savoir que ça ne se passe pas bien et que la pression sera forcément uniquement et exclusivement sur lui. Et pour l'instant, c'est quand même un joueur qui a du mal, manifestement, à gérer la pression. Mais je pense qu'au début, ça va bien se passer pour le coup. Parce que voilà, je pense que chacun, un peu comme dans une relation, tu vois, chacun va faire les efforts au début. Ils vont chacun essayer de s'adapter l'un à l'autre. Ils vont pas faire trop de remous quand ils vont se rendre compte que c'est pas toujours facile de laisser la balle à l'autre. Je pense qu'il y a même des moments où ils seront très efficaces ensemble. Mais ils ont un super combo théorique. Mais Joel Embiid, c'est pas vraiment un joueur de pick and roll. Ça peut être un excellent joueur de pick and roll, mais il veut ses ballons au poste bas et à juste titre parce que c'est un excellent joueur au poste bas. Donc Harden, il va falloir qu'il accepte de lâcher la balle et de juste attendre parce que c'est ce qu'il fait quand il lâche la balle. Je pense qu'ils seront très forts ensemble et qu'au début ça va marcher, mais pas assez bien pour aller jouer le titre selon moi, même s'ils ont évidemment les armes. Et ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça donne au bout de 2 échecs. Genre le premier échec, tu vois, ça passe, voilà, on a essayé, en plus c'était très tôt, puis tu as la saison suivante, une année entière, ça repère, enfin si ça repère, évidemment c'est hypothétique. Là c'est là où moi je commencerai à m'inquiéter un peu de cette relation entre les deux, entre Harden et Embiid. Alors, surtout, je vais profiter de l'occasion, Antoine, pour qu'on reste un peu plus sur les Sixers. On verra l'aspect Nets après, si vous en êtes d'accord. Parce qu'effectivement, la grosse question, et pour moi, la grosse pression pour les Nets, c'est qu'ils se retrouvent maintenant dans une situation où ils sont obligés de gagner
cette saison ou la saison prochaine, quelque part. Si ce n'est pas le cas, ça va être extrêmement compliqué parce que, on le sait, là, James Harden a accepté de opt-in, c'est-à-dire d'activer sa clause pour la saison prochaine. Donc, il est en contrat avec les Sixers jusqu'à la fin de l'année 2022-2023. Mais après, il sera open pour une extension de contrat. Et c'est là que ça fait mal parce que l'extension de contrat à laquelle James Harden qui pourra espérer signer, ça sera une extension de contrat à hauteur de 233 millions de dollars sur 4 ans, qui ferait que durant sa dernière saison de contrat, si jamais il devait signer cette extension maximum, il serait payé 60 millions de dollars alors qu'il aura 36 ans. Et quand on voit à quel point c'est compliqué aujourd'hui pour les Lakers d'essayer de se débarrasser de Russell Westbrook avec le contrat qu'il a, j'ose même pas imaginer ce que pourrait représenter le contrat de James Harden si il signait un tel contrat à 36 ans, dans la mesure où on voit déjà aujourd'hui un petit peu quand même un déclin physique. C'est un joueur qui a quasiment jamais été blessé et qui enchaîne les pépins depuis 2 ans, qui a jamais eu non plus manifestement forcément l'hygiène de vie la plus irréprochable. Oui, Et donc c'est c'est pour ça que c'est compliqué pour les Sixers dans le sens où j'ai l'impression que là ils ont une espèce de de bombe à retardement sur une saison et demie qui les oblige quelque part à aller gagner un titre pour justifier potentiellement de telles extensions, sachant, et je vais finir là-dessus avant de vous céder la parole, qu'à la fin de la saison 2022-2023, il y a un autre joueur des Sixers qui sera à son tour disponible, enfin qui pourra signer une extension de contrat, et c'est Joel Embiid. Donc, ils vont se retrouver avec leurs 2 meilleurs joueurs qui vont demander des extensions de contrat et qui vont demander beaucoup d'argent à un moment où, s'ils n'ont pas encore gagné un titre, il y aura beaucoup de questions qu'ils vont devoir se poser, beaucoup de questions. Comme tu dis, la fenêtre de tir est extrêmement réduite. Et si on en arrive à la situation qu'évoquait Antoine avec plusieurs échecs, ne serait-ce que 2, moi je pense qu'ils ne vont pas hésiter une seconde entre Embiid et Harden s'il y a un choix à faire. Même si là, Embiid commence à être fiable physiquement, visiblement, on peut essayer d'être optimiste et tabler dessus. Harden, ça ressemble plus encore une fois, ce que tu disais, à peut-être Westbrook qui est sous un contrat énorme et qui a du mal à retrouver un prime physique et une efficacité dans la NBA d'aujourd'hui. On ne va pas enterrer Harden parce que ne serait-ce qu'année dernière, il s'est très bien adapté à la situation qui lui était donnée. Il n'a jamais joué avec un intérieur dominant au final. Ça peut être peut-être que son jeu est capable de s'adapter et de prospérer avec un intérieur comme Embiid qui est de niveau MVP et qui est dans son prime. Donc là, ça reste à voir aussi. Mais ouais, fenêtre de tir ultra courte et mot de tête financier à la fois pour les Sixers, pour les clubs de gentlemen de Philadelphie aussi, qui vont espérer que ça se passe comme ça et qu'il y ait l'extension à 60 millions. Mais ouais, compliqué. Je pense qu'il peut, comme disait Antoine, je pense que James Harden, s'il y a une chose qu'il a prouvé à Brooklyn, c'est qu'il était capable de s'adapter s'il en avait l'envie. Et donc, je pense qu'effectivement, comme disait Antoine tout à l'heure, lui et Joel Embiid auront tout intérêt à mettre de l'eau dans leur vin de manière à ce que ça fonctionne. Donc, c'est pas tant sur son niveau de jeu que je m'inquiète à court terme. C'est plus sur effectivement, est-ce que ça suffira pour gagner malgré tout, parce que on ne peut pas parler de James Harden et du joueur fantastique qu'il est en saison régulière sans quand même souligner le fait qu'en playoff, il n'a jamais forcément confirmé ce niveau d'efficacité. Avec un coach qui, pour le coup, je suis obligé de remettre ça sur le terrain, mais n'a pas forcément souvent confirmé non plus qu'il savait gérer les égos et les complexités stratégiques en playoff quand c'était compliqué, en la personne de Doc Rivers. Donc, je m'inquiète quand même un petit peu pour leur avenir, pas à court terme, je pense qu'ils vont être bons. Je suis pas sûr qu'ils soient assez bons pour gagner le titre pour les raisons qu'on a évoquées, mais sur le long terme, ça me semble compliqué. Et tu veux dire que tu remets en question le niveau d'un coach nommé dans les meilleurs de tous les temps par la NBA pardon Antoine, vas-y. Non, je me sentais venir, bien vu, bien vu. Non, j'allais dire, je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que les deux vont être forts. Les deux vont être forts. Ça, ils vont être forts ensemble. Je suis même moins inquiet que vous, je pense, pour la fin de carrière d'Harden. Moins inquiet sur le niveau de jeu. C'est-à-dire que sur le niveau de jeu, je pense que voilà. Je pense qu'on ne sera pas au point de Westbrook où Westbrook, tu te dis, mais en fait, les Lakers seraient meilleurs s'ils jouaient juste pas du tout. Tu vois, je pense que Harden, il pourra encore t'apporter des choses. Par contre, effectivement, sur le déclin physique, je pense qu'on le voit déjà et je pense qu'on va continuer à le voir. Et je pense que Embiid aussi est quelqu'un avec beaucoup de red flags physiques, même si là, ça va mieux.
Il va prendre de l'âge, il est grand, il va y avoir il a déjà des problèmes de dos, il a déjà des problèmes de genoux. Ça va pas aller en s'améliorant, à mon avis, au bout d'un moment, surtout s'ils vont loin en playoff. S'ils commencent à faire des longues campagnes de playoff où ça sort en finale de conférence et qu'après, il faut repartir l'année d'après, etc. euh, Moi, sur ça, sur Embiid et Harden, je m'inquiète un peu. Je pense en fait, en plus, qu'ils ne vont même pas faire un choix entre les deux. Je pense que Daryl Morey est fan d'Harden et il va re-signer Harden. Il va lui donner l'extension, ça me semble. Ils J'ai du seront mal à obligés de, imaginer un monde. Je pense, oui, voilà, je pense ils que de toute seront façon, obligés de garder les deux. c'est ça, ne serait-ce que pour justifier ce transfert, il va falloir garder les deux. Et à un moment, comme tu as dit, ils vont se retrouver avec un effectif où Harden et Embiid vont prendre énormément de place et où il va falloir autour juste construire en remplissant. Je trouve ça très bien qu'ils aient réussi à garder Tyrese Maxey et qu'il ne l'ait pas inclus dans le deal. Par contre, Tyrese Maxey, c'est un joueur qui va avoir du mal à jouer avec James Harden pour le coup. Qui lui, sa progression, ou en tout cas, c'est pas seulement qu'il va avoir du mal, c'est qu'il va devoir jouer dans un autre rôle. Alors, il en est capable et ça va peut-être marcher. Et comme c'est un bon joueur, ça sera intéressant. Mais il va pas pouvoir se développer pleinement dans ce rôle de porteur de ballon parce que voilà, il a le potentiel, lui, pour être justement dans le même profil que James Harden. Alors, peut-être pas aussi fort que James Harden, mais il a le potentiel pour devenir un joueur comme ça. Et surtout, voilà, Tyrese Maxey, Matisse Thybulle, c'est aussi des deux jeunes qui, à un moment, vont avoir une extension à signer. Ils pourront peut-être pas garder les deux. Alors, ils pourraient, en explosant, tu peux re-signer tes propres joueurs en passant au-dessus du cap, mais tu te retrouverais avec des taxes absolument énormes à payer. Je pense qu'ils vont devoir aussi faire des choix. Ils ont transféré leurs deux pics. Enfin, c'est surtout celui de 2022 qui compte pour tout de suite, donc il n'y aura pas forcément des rookies toujours à rajouter. Moi, j'ai peur que, voilà, que ça soit fort, mais pas assez fort pour aller gagner le titre et qu'au final, voilà, dans 2 ans, cette équipe se retrouve piégée avec un duo qui marche pas des masses, même si les deux sont brillants et qui se sont juste condamnés. Pour avoir à tout prix tenter le coup. Je suis pas sûr qu'Arden en fait soit la bonne superstar pour aller chercher un titre en fait. Ça s'arrête là. Eh ben oui, ben, l'avenir le dira. Après, bon, c'est vrai qu'il faut souligner le fait que quand, si tu joues, c'est pour essayer d'être champion. Donc, je comprends quand même malgré Ouais, tout tu maximises tes chances. voilà. Ça, je comprends la décision des Sixers de tenter quelque chose dans la mesure où manifestement Ben Simmons était prêt à pas rejouer de la saison. C'est Donc, clair. simplement, voilà, pari risqué. Je vous propose qu'on parle un petit peu du côté de Brooklyn. Brooklyn, moi, à titre personnel, je trouve que c'est un deal qui est vraiment très intéressant pour les Nets. Je trouve qu'ils s'en sortent plutôt pas mal du tout avec en récupérant Ben Simmons pour peu qu'il retrouve rapidement son niveau de jeu, le niveau de jeu qui était le sien, ne serait-ce que la saison dernière, il va tout de suite booster leur défense. Je pense qu'effectivement, défensivement, il y aura un effet immédiat en termes de défense du côté des Nets. La présence de Ben Simmons leur permettra aussi, je pense, de clarifier un petit peu leur rotation à l'intérieur, parce que c'est un joueur qui prend énormément de rebonds aussi. Et donc ça, c'est un atout pour Brooklyn que je trouve pas négligeable. Et le fait d'avoir récupéré en plus de futurs tours de draft qui pourront leur permettre, à l'inverse des Sixers, de continuer d'aménager un petit peu le roster en fonction des joueurs qu'ils auront. Le fait d'avoir récupéré Seth Curry me semble également une excellente nouvelle, surtout en l'absence de Joe Harris, qui est toujours blessé avec des tas de pépins. Au bout du compte, j'ai l'impression que les Nets se retrouvent avec un effectif plus équilibré et peut-être qu'il y aura certainement besoin peut-être d'un temps d'adaptation plus long peut-être que celui de James Harden aux Sixers, mais sur le moyen terme, je trouve que ça prolonge finalement la fenêtre de tir des Nets sur le moyen terme. Sur le court, même court moyen, en fait, Ouais. parce que Simmons, dans l'idée, là, la situation est un peu floue, on ne sait pas exactement où il en est physiquement, mentalement. Il y a la théorie qui dit qu'il va très bien, qu'il voulait juste se barrer et qu'il continue de s'entraîner. D'ailleurs, il s'est entraîné, on le sait. C'est ce qui avait fait douter les Sixers de sa bonne foi. Là, on entend dire qu'il va revenir tranquillement et qu'il sera là pour la fin de saison, en gros. Hein, je pense qu'il va rejouer. C'est un jeune joueur en plus. Il est pas, et à court moyen terme, le fit, il a l'air très très bon quand même. Je pense qu'il va rejouer poste 4. A priori, si Kyrie est là, Clairement. que ce soit là, bon, là, il y a encore les restrictions sanitaires, mais dans un monde où ça s'est allégé, tu as Kyrie meneur, Simmons 104, KD en 3, c'est bon. Curry aussi. Les Nets, ouais. Là, comme ça, en regardant en brut avec les autres apports dont tu parlais, Théo,
que ce soit en tour de draft ou avec même Drummond, qui reste quand même un joueur pas horrible, les Nets me paraissent presque gagnants du trade. Ouais, je suis d'accord. Je pense que les deux sont gagnants, mais oui, si on étend un peu la durée sur la durée, et je pense qu'aussi, exactement comme vous avez dit tous les deux, que les Nets seront gagnants. Euh, je, je, voilà, on ne va pas revenir sur le truc d'hier, mais moi, je trouvais que les Nets auraient pu attendre l'été pour le faire et au moins retenter leur chance au moins une fois avec un trio. Ils ont joué que 16 matchs avec Harden, Durant et Kyrie et ils ont gagné 13. Je trouvais ça dommage de ne pas faire une campagne de plus, mais ceci étant dit, clairement, ce move, il les renforce sur 3 points faibles, leurs 3 principaux points faibles. Ils avaient besoin d'une défense de défense, ils ont un défenseur d'élite. Ils avaient besoin de profondeur, ils ont là un effectif plus profond, mieux équilibré, et ils avaient besoin de complémentarité. Et Ben Simmons, au final, est plus complémentaire de Kyrie et de Durant que James Harden, même si voilà, ça perd entre guillemets en talent. Pour moi, en fait, j'arrive même à faire un parallèle entre cette équipe et les Warriors de 2017 avec Kevin Durant. Alors, avec des proportions gardées, mais tu as ton meneur scoreur, même si Kyrie, c'est clairement pas Stephen Curry dans l'attitude, etc. Mais tu as ton meneur scoreur. Tu as Ben Simmons qui va jouer le rôle de Draymond Green, à la fois playmaker, à la fois défenseur. Sauf qu'en plus, lui, il est, même si voilà, on se moque de son tir, mais c'est quand même un meilleur attaquant que Draymond Green. Il est très fort pour attaquer le cercle. Tu as Kevin Durant. Et à côté de ça, bon, Seth Curry, c'est clairement pas Klay Thompson, Joe Harris non plus, mais voilà, il y a ce rôle de l'arrière shooter à 3 points, même si évidemment, c'est pas les mêmes défenseurs. Et Curry est devenu super fiable ces dernières années. Oui, oui, oui. On se disait, est-ce que c'est un joueur de coup d'éclat comme ça? Et je trouve qu'il est là avec il était vraiment devenu. C'est un excellent joueur. Très, très Et ils ont une rotation à 10 qui est vraiment intéressante, avec vraiment 10 bons basketteurs. Il y a Claxton, il y a Simmons, il y a Durant, il y a Patty Mills, il y a Joe Harris, il y a Seth Curry, il y a Kyrie Irving, il y a Cam Thomas, le rookie. Nicolas Claxton n'est pas mauvais. Blake Griffin, ça peut être intéressant de le voir sur 10 minutes au final. Maintenant, il y aura moins de pression en fait, parce que on va plus lui demander de faire du Ben Simmons. Il y a Ben Simmons pour ça, tu vois. Donc, je trouve que leur équipe est vraiment intéressante. Là, ça sera peut-être effectivement un peu juste pour gagner dès cette année, surtout s'il y a toujours ces histoires de Kyrie, son vaccin, etc. Mais si l'an prochain, on se retrouve avec plus les règles à New York et vraiment Ben Simmons a le temps de se remettre dans le rythme et de s'adapter, il faudra faire très attention à cette équipe. Il y a le poste 5 qui peut poser question un peu. Il faut voir avec. Pour moi, il faut jouer small ball. Ben Simmons dans le rôle de Draymond Green. Alors, pas dans le 5 majeur, mais quand il va falloir finir les matchs, Ben Simmons en 5, Kevin Durant en 4. Ils ont Aldridge aussi, j'avais oublié, ils ont Aldridge. Ou peut-être ça sera Aldridge qui jouera pivot avec Ben Simmons, parce qu'Aldridge peut tirer le cercle et tirer le jeu. Mais voilà, et il manque peut-être juste un poste 3 qui défend vraiment bien, mais il y a une belle base, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et ce qui est rare pour un contender qui essaie enfin, une équipe, un contender comme les Nets qui essaie de progresser ou du moins de faire des gros moves à court terme, ce qui est très fort, c'est qu'ils se sont rajeunis. La plupart du temps, on prend un joueur qui est plus vieux en se disant c'est maintenant. Et là, en faisant venir Ben Simmons, ils se sont rajeunis. Et en termes de complémentarité, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, d'autant plus que pour moi, Kyrie Irving n'a jamais été un meneur finalement. C'est plus un deuxième arrière score dans un corps d'un meneur. Bien sûr, il peut monter la balle, mais avec Ben Simmons, je pense que vu comme ça se passait bien entre James Harden et Kyrie, le peu de match qu'ils ont joué ensemble, ça sera la même chose. En fonction de qui a la balle, c'est le premier des deux qui a la balle monte le ballon. Et ce que je trouve intéressant dans le cas de Ben Simmons, c'est que peut-être, contrairement à James Harden, c'est un passeur, mais pas uniquement un passeur de passes décisives. Moi, ce que j'aimais bien dans son jeu, c'est que c'est vraiment la plaque tournante d'une équipe en attaque, c'est-à-dire qu'il va faire les passes qui vont à terme amener à une passe décisive. Et je pense qu'en termes de lien dans le jeu, quand à côté de ça, tu as Kyrie, KD et le reste de l'effectif qui était quand même intéressant, je pense que voilà, pour le coup, j'ai pas d'inquiétude sur le fit de cette équipe et sur je pense qu'elle a un potentiel. Alors c'est peut-être fou de dire ça parce que effectivement, tu disais Antoine là, les 16 matchs qu'ils ont joué ensemble, ils ont gagné 13 et offensivement, ils étaient ingérables. Voilà, personne n'arrivait à défendre sur cette équipe. Mais en termes de continuité et de structuration d'équipe, je trouve que c'est bien plus cohérent finalement avec Ben Simmons. Et le pire, c'est que ça leur laisse même plus de marge pour recruter. Et les pics, Complètement. les 2 pics, ils peuvent les échanger. Ça va quand même être des pics assez convoités. Le pic 2027, il est quasiment pas protégé.
Le pic 2022, ça peut toujours servir le jour de la draft pour récupérer des bons vétérans. Donc, ils peuvent encore se renforcer. Ils ont gagné, entre guillemets, en masse salariale, vu que Simmons, il est sous contrat. Et contrairement à Harden, il va pas, même si, bon, voilà, il va falloir prolonger Kyrie Irving sans doute, mais ils sont même pas obligés de le faire. Ça leur laisse même une assurance de se dire, mais de toute façon, au pire, si on veut pas le re-signer, bon, ils le feront pas, hein, ils vont le re-signer, je pense, mais en fait, théoriquement, ils pourraient se dire que Durant, Simmons, c'est une super base. Si on veut prendre Bradley Beal à la place, bah, venez, hein, on laisse filer Kyrie, on prend Bradley Beal. J'imagine pas ce scénario, mais voilà, et ça leur laisse vraiment la flexibilité en NBA, c'est le plus grand luxe et ça leur donne de la flexibilité. Et je pense que Ben Simmons, en plus, il sera vraiment dans un meilleur environnement. Je trouve que Ben Simmons a été jugé un peu trop vite sur ses lacunes, alors que c'est un super joueur de basket. Et Doc Rivers avait raison quand il disait, mais on ne met pas assez en avant ce qu'il fait. Il est excellent. C'est juste qu'il n'a pas de tir. Quelle version de Doc Rivers? Celui qui disait ça ou celui qui disait qu'on pouvait pas gagner un titre avec lui? Celui qui a dit ça pendant 8 mois pour ensuite se contredire. Mais Il a dit qu'on ne pouvait pas gagner un titre avec lui en tant que meneur. en tant que meneur, ouais. Ouais. Et peut-être que les Nets vont le prouver, mais en le faisant jouer 4, quoi. Et je suis sûr que Steve Nash, alors je ne sais pas trop comment juger Steve Nash tactiquement, par contre, je pense que c'est quelqu'un qui t'aide à te développer, qui a beaucoup aidé plusieurs joueurs des Warriors. Je pense que Ben Simmons va progresser aux côtés de Steve Nash et aux côtés de Kevin Durant, et qui ne sera pas mis autant sous pression, qu'il n'y aura plus autant cette étiquette. C'est même pas finalement, c'est même pas vraiment la deuxième star. Il sera moins attendu. Juste le fait qu'il vienne et qu'il joue, qu'il ait envie de jouer, c'est déjà une progression pour les Nets en fait et pour les fans des Nets. Je pense qu'il sera vraiment pas sous le même dans le même environnement et je pense qu'on va voir vraiment un joueur qui a pas été drafté premier par hasard en fait. Pour moi, c'est vraiment un Draymond Green du riche. Et Draymond Green, c'est un super joueur. Et si tu as un Draymond Green du riche, c'est quelque chose quand même. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où on s'est tellement focalisé sur son absence de tir extérieur qu'on oublie toutes les qualités qui en ont fait un All-Star quand même. Ouais. Défensivement, c'est le type de joueur qui peut changer la trajectoire de ton équipe, hein, franchement, par son Clairement. impact, sa capacité à défendre sur les postes de 1 à 5. Et ça combiné, et je reviens là-dessus, sur le nombre de rebonds qu'il prend. Ce qui est c'est quand même impressionnant pour un joueur de son style. Et finalement, qui joue meneur, qui joue 4, et pour moi, c'est pas vraiment le débat en fait. C'est quelque part, euh, c'est Ben Simmons, en fait. Il y a pas forcément déjà eu de joueur aussi complexe que lui et avec autant d'atouts. Donc effectivement, maintenant c'est le job de Steve Nash de faire fonctionner ça. Et je pense que Steve Nash et son staff font suffisamment. Effectivement, quand on regarde, il a un excellent coaching staff. Je pense qu'ils trouveront les solutions pour tirer le maximum de tout ça. Et effectivement, tu parlais de pression. Là, il va être chouchouté, Ben Simmons. C'est une équipe qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour le récupérer. Il est à New York, mais il n'est pas au Knicks. Donc la pression, elle est quand même pas la même aux Nets qu'aux Knicks, Clairement. c'est clairement. Et donc je pense que tout sera là, tout est en place pour que ça fonctionne. Et l'autre truc, c'est que Ben Simmons, maintenant, il faut que ça fonctionne. Il a Il plus le peut choix. pas être montré du doigt comme étant le problème. Parce qu'on en parlait aussi hier, il a aussi une image de marque à redorer, même s'il a l'air de s'en foutre maintenant. Il avait l'air de s'en foutre maintenant parce qu'il était au début de son contrat. Dès la saison prochaine, ça va commencer à réfléchir aux futures extensions ou aux contrats qui suivront. Et donc là, maintenant, il faut qu'il joue. Il faut qu'il montre qu'il est le joueur très fort qu'on a vu sur le terrain. Et il faut qu'il montre que c'est pas lui le problème dans un collectif. Donc tout est réuni au bout du compte pour que ça marche pour les Nets. Tout, sauf peut-être Kyrie Irving, c'est quand même la dernière chose, on n'est jamais sûr. Est-ce qu'il va vouloir re-signer? Est-ce qu'il voudra pas re-signer? Est-ce qu'il va finir par se faire vacciner? Est-ce que les lois vont évoluer en fonction de la situation sanitaire dans l'État de New York? Ça reste quand même toujours la grosse incertitude, quoi. Et juste un tout dernier petit truc. Même la configuration actuelle de la conférence Est peut jouer en leur faveur, dans le sens où il y a potentiellement ce que je vais appeler des faux favoris, mais ce n'est pas vraiment péjoratif, qui risquent de se retrouver dans les premières places. Donc au final, le fait de se foirer un peu et de terminer sixième, si au final c'est pour affronter Chicago ou Cleveland au premier tour, bah, au final, enfin, tu vois, c'est moins pénalisant qu'à une époque où tu es sûr que voilà, tu te manges Milwaukee ou Miami. Euh, Ouais. je trouve que même la configuration actuelle de l'Est peut jouer en leur faveur. Et pour finir, parce qu'on parlait des gagnants et des perdants, et au bout du compte, quand même, les deux plus gros gagnants, j'ai l'impression, bah, ça reste Ben Simmons et James Et Harden, James qui Harden. ont eu exactement ce qu'ils voulaient, parce que si on avait demandé en début de saison aux Sixers et aux Nets ce qu'ils préféraient, et les deux équipes auraient dit, bah non, nous on veut garder notre joueur, c'est comme ça qu'on a construit notre équipe, on est très bien comme ça.
Et c'est quand même impressionnant dans cette ligue le pouvoir qu'ont les joueurs. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est quand même assez marquant. Ça va continuer d'inciter peut-être des joueurs qui sont. Parce que là, Simmons, c'est presque une première. Là, aussitôt dans le contrat d'afficher le mécontentement et de vouloir se barrer, aussitôt dans un énorme contrat, c'est pas fréquent. Donc ça peut aussi inciter d'autres joueurs à faire pareil en se disant qu'ils auront gain de cause, alors qu'avant, ça n'aura pas été le cas, quoi. Mais tu as totalement raison, mais quelque part, même si j'étais pas du tout d'accord avec la position prise par Ben Simmons, elle était quelque part plus courageuse dans la mesure où il a accepté de s'asseoir sur 19 millions de dollars et de voir son image de marque voler en éclats. Parce que ce qui a visiblement fait peur au Nets, c'est que James Harden leur fasse une James Houston, en gros, c'est-à-dire dire non, non, mais moi je vais venir, hein, pas de problème, je serai là, mais en mettant 12% d'implication et de juste, voilà. Venir avec une attitude je m'en foutiste au maximum. Et là, bah, tu as le joueur et tu es obligé de le payer malgré tout. Donc, c'est quelque part ce mode de pression-là que je trouve le plus dangereux par rapport à l'équilibre de la ligue. Bref, Yes. ceci étant dit, il y a eu pas mal d'autres choses qui se sont passées. On ne va pas forcément revenir uniquement sur les trades qui se sont passés hier, mais un petit peu tout ce qui s'est passé sur la semaine. L'un et l'autre, quels sont les autres échanges d'impact qui vous ont marqué ou qui ont piqué votre intérêt? Shai, on va commencer. Allez, on va commencer avec toi. Bah, après, il y a ceux qui m'ont surpris et dans le bon sens du terme pour certaines franchises et auxquels je m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à voir Sacramento lâcher Tyrese Haliburton, par exemple. Surtout avec ce qu'ils se disaient, ce qu'ils avaient dit J'allais publiquement. dire les Kings non plus, mais les Kings la veille non plus, hein, peut-être. Ah, mais les Kings avaient, 3 jours avant, même pas 2 jours avant, ils disaient non, non, Haliburton off the table. Et il y a plein de franchises qui après en gros, on fait comprendre que si elles avaient su que Haliburton était disponible, elles auraient envoyé le pâté, quoi. Et là, donc ça m'a surpris et je trouve ça très bien pour les Pacers qui avaient envie de reconstruire et qui récupèrent un joueur voilà, qui est déjà prêt, qui a le potentiel pour devenir. Alors, le potentiel, c'est toujours difficile à définir, mais je ne pense pas que ce sera un MVP ou de cet ordre-là, mais ça peut être un leader qui entraîne une dynamique et qui rend une équipe à la fois sexy et compétitive, comme on peut voir dans d'autres équipes à Memphis, Cleveland. Là, moi, je trouve que c'est un gars vraiment très, très bien pour construire ou reconstruire une franchise. Et je ne m'y attendais pas. Donc ça, c'était le gros truc. Je ne pensais pas que Sacramento ferait ça. Donc, Je vais repréciser les termes du deal. Donc, c'est effectivement les Pacers qui ont envoyé Domantas Sabonis, Jeremy Lamb et Justin Holiday à Sacramento en échange de Tyrese Haliburton, Buddy Hield et Tristan Thompson non, pardon. Et les Pacers ont aussi envoyé un second tour de draft 2023 aux Kings dans l'échange. Ouais. ouais. Ouais, ça fait toute la diff, ça. Ouais. Moi aussi, c'est vraiment le transfert qui m'a le plus surpris, mais je pense comme tout le monde. Euh, Alors après, ils n'ont pas fait un mauvais move le soir de la deadline. Ils ont réussi à aller chercher Dante DiVincenzo. Les Donc, Kings, tu parles des ouais, Kings, ouais. les Kings, donc je vais Mm. relativiser très légèrement. Mais ça, ce transfert d'Haliburton, c'est n'importe quoi, en fait. C'est... Sabonis, c'est bien. En fait, c'est juste qu'on a du mal à comprendre. Oui, oui. On pensait que Sacramento allait enfin refaire encore une énième reconstruction, mais qui pouvait aller dans le bon sens. En regardant, pour une fois, ils avaient un meneur qui avait envie de s'impliquer avec Haliburton, qui montrait tous les signaux positifs pour être une sorte de visage de franchise, de moteur, et il le trade. Sabonis, c'est un All-Star, hein, c'est un très bon Non, joueur. mais Mais voilà, là, on a l'impression qu'ils font un push pour les playoffs cette saison au lieu de voir. Pour le play-in. Pour le pour le play-in. play-in, pas pour les playoffs. Pardon. Ouais. Mais, Nuance importante, ouais. mais en fait, Sabonis, c'est pas Sabonis le problème. Sabonis, c'est un super joueur. Je pense qu'effectivement, c'est bien. Mais en fait, il pouvait l'avoir autrement. Je veux dire, depuis le début, les Pacers réclament un premier tour de draft en l'échange de Sabonis. C'était ça les principales rumeurs. Euh, Ils n'avaient pas besoin de lâcher Haliburton. Pourquoi ne pas avoir donné un pic, en fait? Tu vois, c'est ça que je comprends pas. C'est que si tu tiens absolument à avoir Sabonis, pourquoi il fallait que tu mettes Haliburton et Buddy Hield dans le deal? Je pense que même le GM des Pacers, il était C'est sûr. surpris, en fait. C'est sûr, parce Même lui, il a que dû se dire, mais ok, tout le monde savait que les Pacers, j'ai l'impression. ils avaient mis Sabonis sur le trading block et qu'ils ne seraient pas Mais ultra oui, exigeants. Tout le monde le savait. exactement. Le joueur est dans les rumeurs, donc c'est-à-dire qu'il est placé sur la liste des transferts. Donc tu sais plus ou moins, à moins d'être Daryl Morey, d'être là. Ah non, mais moi, alors les Pacers demandaient des prix forts, mais
On voit bien qu'ils avaient, au final, pour Caris Levert, ils ont accepté juste un pic. Alors, Sabonis, peut-être un peu plus cher, fallait peut-être autre chose qu'un pic, mais un pic et Buddy Hield, c'était déjà pas mal. Euh, il n'y avait pas besoin de cette surenchère. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de négociation, en fait. J'ai Ouais. l'impression que tu vois que le mec des Pacers a dit bah, je veux ça, 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 et que le gars Ok. des Kings lui a dit OK. En fait, ce qui est fou, c'est que ça ressemble à un trade d'une équipe qui veut jouer le titre en se disant c'est maintenant ou jamais, Oui. alors que les Kings, ils jouent le play-in. Parce qu'en fait, ce qui est dingue, c'est qu'ils ont tradé leurs joueurs peut-être au plus gros potentiel et aussi celui sur lequel ils auraient eu le contrôle le plus longtemps. Parce Ouais. qu'il était Bien sûr. encore sur son contrat rookie. C'est sûr qu'il va signer une extension parce que c'est la manière la plus sûre de gagner vraiment de l'argent quand tu termines ton contrat rookie. Donc, en gros, ils ont échangé un mec qu'ils allaient pouvoir contrôler sur les 6-7 prochaines saisons en espérant qu'il progresse et qu'il le garde ou du moins ou qu'il décide de l'échanger plus tard. Au moins, ils auraient eu cette option. Alors que là, ils prennent un joueur qui sera en fin de contrat l'année prochaine, En si je ne me trompe pas, Antoine. 2023. C'est bien ça? Mais c'est ça, en 2023. Sabonis, si ça lui plaît pas, dans 2 ans, il peut se barrer et sans aucun moyen de pression. Et en fait, même s'il le garde, je suis pas convaincu du move parce que, bon alors, là, ils ont une équipe qui est pas mal. Ils peuvent accrocher le play-in. Mais c'est quoi le play-in à l'Ouest? Tu joues les Lakers sur un match? Les Kings, là, avec Sabonis et Fox, ils vont. Et même s'ils sortent les Lakers, sachant que LeBron en play-in, il va tout donner hein, sur les Ouais. 48 minutes. Hein. Ça, tu peux compter sur lui. Et derrière, tu joues qui? Les Suns? Ils vont se faire balayer. Ils gagnent même pas un match contre les Suns aujourd'hui. Donc, en fait, c'est bien. Tu seras là. OK, tu as mis fin à 15 ans. Alors, souvent, on encourage les équipes à effectivement jouer la gagne, à quand même se montrer compétiteurs. Les Kings, ils n'ont pas joué les playoffs depuis 15 ans, mais tu n'as pas un supporter des Kings qui va te dire ah oui, oui, moi je veux absolument qu'on joue les playoffs cette année pour se faire torcher par les Suns, mais en échange, on libère Haliburton. Ça n'a pas de sens. S'ils avaient transféré Fox pour tenter un move pour cette année, ça serait déjà mieux passé parce que les gens, on a bien vu Haliburton quand il a été seul meneur, ça a bien marché. Il était très fort, ça a bien marché. Euh, quelque part, la pilule serait nettement mieux passée. Ça aurait été une manière de se dire, bon, ok, on s'est un peu planté sur Fox, on a tenté pendant 5 ans, ça n'a pas marché, mais ça peut passer. Là, pour moi, ils ont gardé le mec. Enfin voilà, Haliburton aurait été plus intéressant que Fox. Ils auraient Haliburton, Sabonis, ils avaient exactement le même potentiel que cette année sur cette année, sur cette saison, sachant qu'en plus ils en avaient plus sur, comme tu as dit, sur les saisons à venir. Mais Et donc vraiment, ce move n'avait absolument aucun sens et j'ai peur que les Kings au final déjà ratent. Je suis même pas sûr qu'ils aient le play-in. Il faut savoir qu'ils sont 12e à l'Ouest et que les Pélicans qui sont 10e ont eux aussi fait un move all-in Pour montrer pour, qu'ils pour pouvaient aller gagner maintenant des matchs. pour gagner maintenant. Donc même s'ils sautent les Pélicans, enfin voilà, ils vont devoir jouer soit les Lakers, soit les Clippers, soit les Timberwolves au play-in. Pas sûr du tout qu'ils gagnent ce match, donc je suis même pas sûr du tout qu'ils fassent les playoffs et j'ai peur que bah voilà, dans un an, ils soient obligés de se reposer cette question. Bon bah soit ils doivent prolonger Sabonis au prix fort, soit Sabonis il se barre. Donc bon moi je suis vraiment ce deal me va falloir songer au déménagement, hein, parce que là, ça commence à faire beaucoup quand même. c'est Ouais, incroyable. parce que les Kings, quand même, si on veut remettre un petit peu de manière en perspective historique, ils ont eu une très belle série quand ils avaient Chris Webber, Rick Adelman comme coach et en meneur, que ce soit Mike Bibby ou Jason Williams, avec Peja, avec Divac, etc. Ils ont développé à ce moment-là un des plus beaux jeux NBA de l'époque, avec une série de moves qui étaient vraiment brillants en termes de construction d'équipe. Mais les 20 années précédentes, c'était la honte. Et les 20 années qui ont suivi, c'est à nouveau la honte. Donc, historiquement, les Kings, c'est vraiment. Enfin, on veut pas, je veux pas, comment dire, rajouter, retourner la hallebarde dans la plaie et rajouter du sel par-dessus. Mais il y a des équipes quand même, c'est vrai que tu finis par te poser la question, que ce soit eux, que ce soit les Wolves, encore jusqu'à aujourd'hui quasiment, les Cavs jusqu'à cette année ou toutes les années où ils ont pas eu LeBron ou Mark Price et Brad Daugherty dans leur équipe, c'est un peu la même. En termes de management, il y a quand même des franchises. En fait, je suis toujours étonné quand nous, de loin, on se dit, bah non, ça peut pas être un bon deal. Donc tu te dis, ouais, mais en même temps, ils sont staffés, etc. Ils doivent savoir des choses que je sais pas. Quelque part, tu gardes un petit peu cette humilité. Et puis 3 mois plus tard, tu dis, bah non, c'était un deal catastrophique. Comment c'est possible? Mais tu sais, moi je suis d'accord avec toi, tu as pas. Des fois, c'est pas parce que la majorité dit que tu as foiré que tu as forcément foiré. Mais quand tout le monde dit que tu as foiré, c'est qu'il y a il y a quand même des questions à te poser, tu vois. Quand vraiment tout le monde est unanime en mode non, non, mais ça c'est n'importe quoi,
Il n'y a pas besoin d'être expert, d'avoir joué 15 ans NBA. T'as fait n'importe quoi. Et, et, Ouais. et je rajoute juste un truc. Hein. Donc là, ils font venir un pivot. Ils ont re-signé Richaun Holmes, qui est un bon pivot. Ils l'ont re-signé, ils lui ont donné un bon contrat. Ils vont. Bon, alors, je pense qu'effectivement, ils ne vont pas jouer. Harrison Barnes va rester poste 4, mais enfin, c'est très, très moyen. T'as l'impression qu'il n'y a aucune stratégie. Ça me permet juste de faire une petite transition sur les Wizards. L'autre move qui m'a surpris, c'est celui de Kristaps Ouais. Porzingis. Ouais. Alors, je ne dis pas que les Wizards seront perdants, je ne dis pas que les Mavericks seront gagnants, honnêtement, j'ai du mal à savoir. Mais par contre, j'ai beaucoup de mal à comprendre la stratégie globale des Wizards, là, en fait. Je ne capte pas trop. J'ai l'impression qu'ils se sont dit, finalement, si on peut avoir Porzingis pour si peu, Bah ouais. bah, Ouais, autant le tenter. c'est vrai. C'est C'est Je vrai. ça qui est pense que surprenant. c'est parce que moi aussi, j'étais comme vous, extrêmement surpris que Porzingis bouge. D'autant que, alors cette année, Dallas, c'est une équipe assez compliquée quand même à évaluer, mais il était plutôt, enfin, physiquement, ça avait l'air de revenir plutôt pas mal par rapport à l'an dernier. Défensivement, notamment, il était bien meilleur que l'année dernière. Même offensivement, la façon dont Jason Kidd arrivait à le faire jouer, c'était quand même plus intéressant qu'à l'époque Rick Carlisle, où manifestement, de toute façon, ça marchait pas d'un point de vue de philosophie de jeu. Donc j'étais étonné qu'il bouge, mais j'ai aussi été étonné par finalement le faible prix que les Kings ont demandé en échange, sachant que alors, on est parti sur les Wizards, mais sur les Kings, au bout du compte, je pense que c'est Sur les plutôt Mavericks, tu veux dire. pardon, pour les Mavericks, bien entendu. Pour les Mavericks, et pour les Mavs, l'idée, c'est plus finalement de se mettre en position de pouvoir vraiment ajouter des joueurs ou de bouger cet été de manière à passer un cap cet été plus sur la fin de saison. Mais je pense que pour les Wizards, je pense que l'idée, ça a été ça. Ça a été de te dire, bon, bah, finalement, si on peut récupérer Porzingis et qu'il est, ne serait-ce que, je sais pas, 75-80% du joueur qu'il a montré qu'il était et qu'on arrive à faire re-signer Bradley Beal, bah, on a quand même deux joueurs vraiment de talent dans ces conférences Est et autour desquelles on peut essayer de construire. J'ai l'impression que c'était un peu ça l'idée. Hmm. Je sais pas si ça a du sens. Je sais pas si ça a du sens. Je sais pas si ça en a pour vous, par contre. Ouais, c'est du point de vue de Dallas, parce que du coup, Washington, j'avais à peu près anticipé la logique. On sait qu'ils veulent montrer à Bill qu'il a intérêt à prolonger, essayer de faire venir des joueurs avec un certain voilà, CV. Porzingis, ça reste pas mal. Là, effectivement, comme tu disais, cette saison, quand il joue, quand il n'est pas blessé, il est plutôt bon, je trouve. Juste, il rentre pas ses shoots à 3 points, mais c'est pas un détail anodin, mais je le trouve très, très, très correct. Mais pour Dallas, j'ai un peu de mal à voir, parce que c'est quand même faible la contrepartie. Soit ils avaient vraiment tiré un trait sur l'idée de retrouver un jour un Porzingis fiable physiquement, ou alors du coup avec Doncic, ça passait vraiment, vraiment, vraiment plus. Parce que sinon, je vois pas comment, là, juste Dinwiddie et Davis Bertans, on est d'accord, il y a pas de pic impliqué. Hein. C'est, Non. Mais Je- moi, je comprends plus pour Dallas, en fait. ouais, Enfin, je comprends plus. Ça rejoint ce que tu as dit. Je pense qu'ils avaient envie de tourner la page. Je pense que de toute façon, ils se sont dit que son contrat, ça serait un boulet. Même si là, ils récupèrent le contrat de Bertrand, ce sera aussi un boulet. C'est marrant, ils ont remplacé un laiton qui tire de loin et qui est surpayé par un autre laiton qui tire de loin et qui est surpayé. Mais je pense que par contre, ils en ont récupéré un qui posera moins de problèmes au sein du vestiaire. Je pense que Doncic, il ne pouvait pas encadrer Porzingis. Et que tu vois, on a eu déjà les trucs là sur Harden, Kyrie. Quand les trucs Doncic, Porzingis, ça va sortir, ils ont beau y faire mine. Non, non, il n'y a rien. Je pense que si Cuban était arrivé au point de déclarer publiquement, ouais, c'est vrai qu'ils s'entendent pas très bien, je pense que Est-ce Doncic, ne pouvait pas le en, saquer, qu'il qu'il n'avait pouvait pas envie pas, de jouer avec lui. est-ce qu'il pouvait pas attendre l'intersaison pour le trader? Parce que en fait, là, le, Dallas, c'est plutôt pas mal et tu te dis, bon, Ouais, allez, mais on le, tente sur une problème, manière. le problème pour Dallas, c'est qu'ils allaient se retrouver dans une situation compliquée à la fin de saison parce qu'ils ont Dorian ouais, Finney-Smith et Jalen Brunson qui sont ils en sont fin de free contrat. agents. Et donc, la question qui allait se poser, c'est est-ce qu'on doit signer les deux? Si on signe les deux, on n'a plus du tout d'espace Hmm. de flexibilité salariale pour ajouter quoi que ce soit. Donc, notre équipe, c'est ça. Et est-ce que tu peux aller gagner le titre en ayant cette équipe-là? J'en suis pas certain. Donc, je Ouais, pense je que pense pour pas. Dallas, la question, c'était vraiment de pouvoir créer de la flexibilité salariale, sachant Ouais. qu'en Luka Doncic, ils ont à la fois un joueur très fort et un joueur qui peut attirer d'autres stars ou d'autres joueurs forts. Donc, je pense que le move pour Dallas, et je pense que ça a dû être discuté avec Luka pour essayer de lui faire comprendre la logique, c'était de se dire, bon, bah, cette année, de toute façon, Ouais, on c'est n'aurait mort. certainement pas pu jouer le titre.
Donc, on va faire un demi-pas de recul pour la fin de saison pour essayer de mieux préparer l'avenir. Moi, c'est la logique Je que je suis vois du entièrement côté de d'accord. Dallas. Oui, Ils ont prolongé Finney-Smith d'ailleurs dans la foulée là. Bah, Enfin, l'un ou l'autre, parce que les deux vont demander beaucoup d'argent ou Bronson, essayer de on les sait pas. impliquer dans un sign and trade pour récupérer des joueurs. Finney-Smith, je crois que c'est validé. Hein. La prolongation, elle est actée maintenant. Enfin, Ah, ok, il va bien prolonger. Hein. mais d'accord. justement, je pense que notamment Dinwiddie, c'est une assurance, Pour Bronson. pour Jalen Brunson. Ouais. C'est-à-dire que Dinwiddie, il a un contrat plutôt correct. Mm. Là, il est, on sent que voilà, il revient une blessure au genou. Mais comme tu as dit, je suis entièrement d'accord avec toi, Théo. Je pense que c'est une manière de dire, bon, ok, cette année, de toute façon, on ne va pas rivaliser avec Phoenix ou Milwaukee, etc. On prend un pas en arrière, on tente de se reconstruire l'été. Si Bronson il demande trop, ben voilà, on garde Dinwiddie qui est sous contrat, qui est en plus un contrat qu'ils peuvent encore refiler par la suite. Et Dinwiddie, s'il retrouve son niveau de jeu, c'est quand même un super deuxième playmaker. Finney Smith, il re-signe pour 52 millions sur 4 ans, il s'en sort pas trop mal. C'est un contrat que là aussi, ils peuvent facilement rééchanger. Voilà, ils ont de la marge, ils vont peut-être rajouter Goran Dragic. Euh, là dans le marché des buyouts pour peut-être tenter de faire le mieux possible en playoff. J'ai mal dit Dragic. Dragic. Je sais pas pourquoi avec les noms slovènes. C'est juste qu'en fait, on a pu voir la mentalité de Doncic depuis qu'il est arrivé en NBA et même avant, où il m'a toujours donné l'impression de ne pas du tout tolérer des saisons intermédiaires et de vouloir à tout prix gagner directement. C'est pour ça que ça m'a surpris, parce que là, ça m'a semblé être un aveu d'impuissance ou de se dire effectivement, on ne peut pas gagner cette année. Et j'ai du mal à me dire il a validé le truc en disant bon, allez, sauf Bah, si effectivement avec Porzingis, Oui, c'est je pense qu'il possible n'aime et pas que. Porzingis. en fait, tu as totalement raison, Shai, mais le truc, c'est que sur le timing, mieux valait que ça soit maintenant, Ouais. le moment où tu te trouves dans une saison où tu peux rien faire, que dans 2 ans, quand Doncic approchera de la fin de son contrat ou sera suffisamment avancé dans son contrat pour dire non, c'est n'importe quoi, on n'a pas de flexibilité, on peut aller nulle part avec les mecs que vous avez assemblés, moi je me barre. Donc je pense qu'ils ont voulu anticiper le problème et que c'était une très bonne chose d'un point de vue stratégique du côté de Dallas. Ouais. Oui, mais je pense que le contrat ils ont admis que c'était une erreur. Ils ont lâché des pics. Porzingis, c'était une erreur. Ils ont tenté le coup, ça n'a pas marché. Et moi, je suis pas surpris de l'échange, de la valeur de l'échange. Hein. Je ne Mm. m'attendais pas à ce que Porzingis parte pour beaucoup plus, Mm. honnêtement. Juste, tu as mentionné Golden State et Phoenix tout à l'heure, Antoine. Je voyais un journaliste d'ESPN qui notait ça et je trouvais ça assez pertinent. Il disait que finalement, les Warriors et les Suns étaient deux des plus grands vainqueurs De de la la trade deadline. deadline parce que aucun de leurs concurrents directs ne se sont renforcés. Alors qu'à l'inverse, tu pourrais dire que les Bucks et les Bulls sont les deux plus gros perdants de la conférence Est parce qu'ils se retrouvent maintenant avec les Sixers et les Nets, deux équipes en plus avec lesquelles concourir pour essayer de se faire une place en finale. Je vais même ajouter quelque chose parce que ça fait partie des trades que j'ai bien aimés ou dont j'aime bien l'impact même à court ou à moyen terme. Bon, Cleveland, c'est un outsider cette année. Personne ne les imagine aller gagner le titre, hein, a priori. Mais le fait d'ajouter Caris Levert en envoyant juste un contrat expirant et un tour de draft, Ouais, je trouve ça très, très malin. je suis d'accord. Je pense que l'impact, même là maintenant, le temps qu'il s'adapte, il sort du banc. Pour l'instant, d'ailleurs, il n'est pas arrivé en chamboulant l'effectif. Je trouve que ça se fond très bien dans ce qu'ils essayent de faire depuis le début de la saison et même depuis la fin de l'année dernière, avec une équipe très forte défensivement, avec un meneur comme Garland. Je trouve que le vert peut bien se fondre dans ce mood-là, offensivement apporter un truc en plus. Et après, voilà, sur le très court terme, je ne sais pas s'il va révolutionner et changer complètement la trajectoire de ce qu'auraient été les Cavs, mais ça fait une option en plus en playoff pour scorer quand même. Ouais, Complètement. tout à fait, Ils avaient pas beaucoup à perdre, les Cavs. Ils n'ont pas perdu beaucoup. Et donc, ça, pour moi, ça a beaucoup de sens, cet échange. C'est hyper cohérent, hyper logique. À un moment, je me demandais s'ils n'allaient pas essayer d'aller chercher Eric Gordon aussi, dont on parlait dans des podcasts précédents avec Antoine. Mais c'est un peu la même idée, quoi. Rajouter un joueur un peu de. Alors, il a pas. C'est un vétéran, c'est un jeune vétéran, mais voilà, un joueur de qualité, un peu vétéran sur ces postes-là. Je trouve ça super cohérent de la part des Cavs, effectivement. Et on parlait d'assurance. Lui aussi, c'est une assurance parce qu'ils ont Colin Sexton qui arrive en fin de contrat. Ils n'ont aucune pression au moment des négociations. Si ça demande trop, bah, la Limite, signer ça met encore ailleurs. plus la pression sur le camp de Sexton. Ouais, représenté par Clutch Sport d'ailleurs, au passage. Donc je le vois bien partir.
Et sinon, pour les Suns, non seulement leurs concurrents ne sont pas renforcés, mais eux, à la marge, alors c'est vraiment à la Ouais. marge, ils Non, ont non, quand même mais t'as raison. récupéré Torrey Gregg et Aaron Holiday, deux bons joueurs. Holiday, c'est vraiment un bon joueur. Ça fait un troisième meneur. En fait, ils sont vraiment sur tous les postes, c'est triplé, en Ouais. fait, Même maintenant. Craig aussi, hein, Bah oui, qui avait Craig, été bon excellent en avec eux playoff, déjà. hein. Ouais, Ouais, excellent en exactement. playoff l'an dernier avec eux. Et ils ont laissé que Jalen Smith, qui était leur quatrième pivot, qui était intéressant. Donc, c'est pas mal pour Indiana d'avoir récupéré un jeune pivot qui a l'air doué. Mais eux, c'était leur quatrième pivot, ils perdent rien. Et voilà, Aaron Holiday, ils ont une rotation qui est vraiment blindée partout. Ces deux joueurs qui, à mon avis, vont très bien se rentrer dans leur rôle, exactement comme ça se passe à Phoenix. Qui est C'est dans le même clairement la ADN, meilleure c'est équipe. des joueurs qui défendent dur, qui se tapent, Ouais, etc. ouais, c'est parfait. Ouais, c'est la meilleure équipe de la NBA, je pense. Ouais, De toute je suis façon, ils ont le d'accord. meilleur bilan, hein. On Mais en je veux dire, reparlera, au-delà de mais ça, au-delà du bilan, ils ont vraiment la meilleure équipe de la NBA. Mais leurs rivaux de l'année dernière, enfin, Milwaukee, je suis pas sûr qu'on partage le même avis, mais en prenant Ibaka, je sais que beaucoup le pensent fini, cramé, parce qu'on ne le voyait plus, ou peu ou pas, avec les Clippers. Ajouter Ibaka sur 15 minutes, 20 minutes, en sachant que Brook Lopez, on ne sait pas quand il va revenir. aussi il va Je revenir trouve, même. voilà, Oui, je apparemment, il ne va pas revenir. trouve que c'est pas mal du tout pour Milwaukee, hein. Si Ibaka se cantonne à ce qu'il sait faire de bien avec son expérience, il a déjà gagné. Je trouve que c'est un renfort aussi franchement pas mal. C'est dans Moi, leur philosophie en plus. Oui, il correspond à leur philosophie. Il a les qualités qui les intéressent. Ce qui m'inquiète avec Ibaka sur son niveau de performance, c'est sa capacité aujourd'hui à pouvoir répéter les bonnes performances, notamment en playoff, notamment dans des séries qui risquent d'être longues pour Milwaukee. C'est vraiment moi la chose qui m'inquiète, c'est que ça a du sens dans l'absolu, c'est vrai. Mais par contre, concrètement, et puis c'est vrai qu'il faut dire qu'avec Dante DiVincenzo, enfin, moi j'aime beaucoup ce joueur, c'est un joueur qui apportait beaucoup à Milwaukee, mais c'est vrai qu'avec les bonnes performances de Grayson Allen, le bon niveau de jeu aussi de Pat, oh là, non. Connaughton, mais qui vient de se Merci. blesser pour le coup. Ouais, mais voilà, qui lui aussi va demander une extension. Ils n'allaient pas pouvoir garder tout le monde. Donc, au bout du compte, ça a du sens de se dire, bon, bah, de toute façon, nous, il faut qu'on essaie de gagner maintenant parce que notre équipe, on l'a maintenant. Donc ça a du sens. Mais j'ai un peu peur quand même de ce que pourra. Enfin, je suis un peu incertain sur ce qu'Ibaka pourra apporter concrètement. et, Moi, ce que ça me. Comment dire? Ce à quoi ça me fait penser, c'est que ils ont quand même sans doute fait une erreur en laissant filer PJ Tucker. Enfin, c'est pas sans doute en fait. oui, Ils ont fait une erreur et je pense qu'ils s'en rendent compte et ils essayent de combler le vide qu'ils ont, voilà, qui est laissé par PJ Tucker. ouais, c'est sûr. Et Il on y a- a, Ouais, ouais, vas-y, pardon, Shaq. je repensais du coup à un trade dont on n'a pas parlé, mais c'était le premier, c'est celui qui a lancé un peu qui a lancé la dynamique de la deadline. Celui de McCollum. Ah, bah, j'allais y venir. Donc, parfait. Voilà. Parce que j'y reviens en y repensant, parce que du coup, ça paraît loin vu tout ce qui s'est passé hier. Mais j'ai vu, enfin, les réactions des gens, encore une fois, à chaud sur les réseaux, c'était quelle catastrophe ce que fait Portland, laisser partir McCollum contre Josh Hart, des joueurs qui ont été ou tradés ou coupés depuis, comme Satoransky et Nickel Alexander-Walker. Mais moi, j'aime bien le trade, j'aime toujours bien le trade pour Portland. J'ai l'impression que Josh Hart et va être un excellent complément de Lillard à partir du moment où ils ont décidé que Lillard, voilà, on va essayer de rebâtir autour pour voilà, pour que ça gagne avec toi. T'es fidèle, on va essayer de reconstruire autour. J'ai l'impression que c'est un choix plus complémentaire. En attendant d'autres mouvements, à mon avis, au moins aussi importants pendant l'été, mais il y a le côté alarmiste des gens après le trade, je n'ai pas trop compris. Mais ils ont réussi, effectivement, enfin, je partage en grande partie ton avis, Shai. Je trouve que du point de vue de la franchise, ils ont réussi à se sortir d'une situation inextricable pour s'ouvrir un certain nombre d'options pour l'avenir. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques semaines encore. Et donc maintenant, il n'y a que la moitié du travail qui est fait du côté de Portland. Mais au moins maintenant, ils auront une diversité d'options à explorer, que ce soit en gardant Lillard, que ce soit si jamais Lillard veut partir, mais au moins, je pense qu'ils sont dans une situation où ils pourront voilà, avoir des choix sans avoir forcément à repartir de zéro, parce qu'ils ont quand même une base de jeunes joueurs intéressants, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine. Moi, je trouve que c'est un excellent move pour Portland. J'ai vu comme ça les réactions sur les réseaux. Je pense que les gens accordent trop souvent la valeur d'un joueur, ils l'accordent trop souvent à son niveau de jeu ou à ses stats,
sans vraiment prendre en compte le contrat, la durée du contrat, le montant du contrat, la complémentarité, la situation de la franchise. Tout ça, ça rentre en ligne de mire en fait quand tu fais un échange. Et CJ McCollum, le trade, je pense que c'est un très bon trade pour Portland. Je pense que c'est pas un bon trade pour New Orleans, même si je comprends l'intérêt de New Orleans. Mais je pense qu'à moyen terme, ça sera pas un bon échange pour New Orleans qui va devoir essayer de faire jouer ensemble des joueurs qui ne collent pas forcément, qui ont des lacunes défensives. Donc c'est bien, eux aussi, pareil, hein, ils tentent le coup pour le play-in. En fait, ils reproduisent avec Zion Williamson exactement toute la même série d'erreurs que ce qu'ils avaient fait avec Anthony Davis. Sauf qu'en plus, à l'époque, ils avaient récupéré Giro Holiday, c'est, je pense même un peu mieux que CJ McCollum, et ça avait déjà pas marché. Et je pense qu'ils sont en train de faire exactement la même chose et que ça va de toute façon aller dans le mur à un moment. C'est le panic move Oui, c'est d'un GM qu'on sait menacer. Enfin, Griffin, tout le monde sait qu'il était sur un siège éjectable. Et c'est encore très. Enfin, comment dire, tout est très dépendant de ce que Zion va être en mesure de faire quand il va pouvoir revenir. C'est pour ça que j'ai pas. sûr qu'ils reviennent. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas aimé le move parce qu'il est trop, comment on dit, il est trop court-termiste et le fit des joueurs entre eux, ouais, je sais pas. Et dans un monde où, justement, comme on disait, on parlait du player power, Mm. on se rapproche de plus en plus d'une époque où maintenant même les joueurs dans leur contrat rookie vont demander à se barrer Ouais, avant même d'avoir signé leur premier contrat hors contrat rookie. Je pense que Zion, ça peut clairement être le prochain à dire, mais ouais. moi, en fait, je ne vais pas re-signer chez vous, je me barre, je vais prendre les qualifying offers, j'en ai rien à faire. Donc, enfin, je sais pas s'il a le caractère pour demander, pour aller jusque-là, mais Il n'a pas forcément le je- caractère, mais c'est l'un des rares rookies qui aura les assurances économiques suffisantes pour le faire parce qu'en fait, au-delà de son contrat avec les Pélicans, c'est un joueur qui a signé des contrats avec Nike ou c'est pour avec ça. même Mountain Dew, si je ne me trompe pas, espèce de Ouais. soda pour des montants astronomiques. Ce qui fait que il est dans la rare situation d'un rookie, enfin d'un quelqu'un sur son contrat rookie, il n'est pas rookie, on est d'accord, mais qui aura suffisamment d'assurance, enfin l'assurance d'avoir mis suffisamment d'argent de côté quoi qu'il arrive pour éventuellement se permettre un move de ce type-là. C'est simple, depuis les LeBron James, c'est sans doute le mec qui est arrivé en NBA, qui est arrivé avec le plus d'assurance financière au final. Et Mm. c'est ironique parce que c'est paradoxal, parce qu'il est souvent blessé. On pourrait se dire qu'il devrait être dans la situation inverse et absolument sécuriser l'argent. Et moi, je pense pas. Je pense comme toi qu'effectivement, il peut se barrer. Et pour Portland, voilà, on en parlait tout à l'heure. Je disais la flexibilité, c'est le plus grand luxe. Et ben là, c'est exactement ça. Ils se sont offerts de la flexibilité. Je pense absolument pas que c'est absolument pas un indicateur que Lillard va partir. Au contraire. D'ailleurs, Lillard a réitéré encore une fois sa loyauté à Portland. Je pense qu'à un moment, il faut quand même prendre sa parole en compte. Ouais, c'est le move suivant qui peut être le deal Oui, breaker pour comme tu as Lillard. dit, C'est-à-dire que là, maintenant, ils sont en position, mais il faut assurer le prochain ou les deux prochains moves pour. ils ont fait la moitié du trajet, comme tu as dit. Maintenant, il va falloir effectivement signer des joueurs. Et ça, Portland n'est pas non plus une destination qui attire beaucoup de free agents. Mais en fait, on ne parle pas d'attirer les free agents stars. C'est ça l'idée, c'est que je pense que quelque part, ils sont même pas à la recherche de Bradley Beal. Et je pense que Lillard, il le sait. Déjà, Lillard a un bon contact avec les stars de toute façon. Mais on est ici, s'ils arrivent à signer trois bons vétérans, alors c'est beaucoup, hein, trois bons vétérans, et que tu associes ça à Anthony Simmons, Nasir Little, Josh Hart et Damian Lillard, tu as quand même une bonne équipe. Tu vas peut-être pas aller jouer le titre, mais de toute façon, Lillard, il le sait lui-même. Il sait lui-même que le titre, c'est pas non plus quelque chose que tu peux aller chercher comme ça en étant la première option. Donc bon, pour moi, c'est un bon move. Il y a une donnée qui est intéressante, je pense, et qui va peut-être dicter aussi la manière dont vont opérer les Blazers, c'est que là, le GM en poste, c'est un intérimaire. Joe Cronin, il est intérimaire, c'était l'ancien adjoint de Nilochi. Donc, il fait des choses, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il veut montrer qu'il veut le job, je pense. Ouais. Mais enfin, ils se sont laissés du temps. La proprio a dit qu'ils allaient se laisser du temps pour rechercher la prochaine tête pensante. Ça peut être Cronin, ça peut être quelqu'un qui a une philosophie totalement différente et qui va avec plus de, comment dire, de street cred, j'allais dire, pour attirer des plus gros noms. Donc, c'est un paramètre qui est intéressant aussi, je trouve. Ouais, ça va être à suivre. Dans tous les cas, je vous propose, il y a un dernier trade peut-être dont on peut parler, c'est celui un peu contraint et forcé par la situation du Jazz. Euh, donc pour rappel, donc le Jazz bah oui, non, oui, le Jazz qui a dû dealer Joe Ingles blessé. Dans tous les cas, bon, Utah
à mon sens, devait être actif au niveau de la deadline pour se renforcer. Finalement, ils l'ont fait, pas tant pour se renforcer, mais plutôt pour remplacer un joueur blessé. Est-ce que Utah a renforcé ses chances de pouvoir aller loin, selon vous, cette année? Non, non, clairement non. Après, Nickel Alexander Walker, c'est intéressant de l'avoir récupéré dans le sens où il est jeune et il est pas mauvais. Moi, je trouve, j'étais content qu'il soit inclus dans le deal et ça renforçait encore plus l'idée, selon moi, que New Orleans faisait n'importe quoi. Mais au final, pour Utah, c'est bien d'avoir un jeune, mais il va pas leur faire passer un cap. Et je pense qu'ils sont trop loin de Golden State, trop loin de Phoenix. Je les trouve même pas particulièrement au-dessus de. C'est un peu sévère, mais je les trouve pas particulièrement au-dessus de Dallas ou Denver. Sur une série, je serais pas capable de dire ah bah oui, là, Utah est vraiment favori. Selon moi, non. Donc, Ils n'auront pas le meilleur joueur sur le terrain, en tout cas. exactement, déjà, effectivement. Et voilà, j'ai peur que petit à petit, ça se dirige vers une reconstruction qui me paraît inévitable. La question, c'est quelle tête ils vont oser faire tomber, en fait. Et il y avait difficilement un moyen de combler le vide que laisse Joe Ingles dans l'équipe, tout ce qu'il apporte en termes d'expérience, de vice et d'adresse extérieure. Donc c'est juste la situation m'a attristé parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Voilà, le côté australien qui se tape. Voilà, je trouve que c'est un super coéquipier et c'est le genre de joueur qui, à mon avis, garantissait, parce que là, il n'est plus là, un peu l'unité dans le groupe avec. Dans le vestiaire, ouais. Voilà, quant à Gobert et Mitchell qui sont en froid, en froid polaire après l'histoire du Covid, plus ce qui se dit sur eux, c'était le genre de joueur dans le vestiaire qui me paraissait garant de l'unité. Là, j'ai effectivement, comme tu dis, j'ai un peu peur que si ça ne se passe pas bien, il se pose la question plus rapidement que prévu sur on reconstruit autour de Mitchell ou de Gobert. Ouais, bah, on verra effectivement pareil un peu triste, bah, surtout au moment de la blessure hein, pour Joe Ingles, qui a aussi moi aussi un joueur que j'apprécie beaucoup. À voir, il avait mis un tweet qui était un peu énigmatique, Ouais. dans lequel on se demandait s'il allait pas se balancer des trucs. Il avait l'air d'être quand même assez surpris de cet échange, alors que c'était quand même c'était déjà un échange qui était dans les rumeurs avant qu'il comment dire, ne soit effectif. Utah, effectivement, compliqué. Hein. Je pense que ça va être très dur pour eux d'aller, je- sauf si toutes les planètes s'alignent à la perfection, ce qui peut se passer. Hein. Parfois, on ne sait jamais, mais ça me semble compliqué pour eux cette année. Est-ce qu'il y a un autre deal, alors plus à la marge, comme on a parlé un peu des Suns qu'on re-signé Torrey Craig et qu'on récupéré un autre joueur dans la foulée? Est-ce qu'il y a d'autres petites Ouais. choses comme ça aux marges qui vous ont Moi, interpellé? j'en ai un. Je trouve que les Celtics, ils ont fait des bons moves, en fait. Alors, je trouve que les Spurs aussi, ils s'en sortent bien de récupérer. Les Spurs ont pris 2 pics hein, hier soir. Et les Ouais. Spurs, hier, ils prennent deux Ils ont premiers raison tours de parce que draft. c'est le seul moyen pour eux de choper des joueurs de Ben, c'est qualité. ça. Donc, Mais je trouve que les Celtics ont vachement rééquilibré leur effectif. Ils ont laissé partir Schroeder, Kanter, enfin, Enes Freedom, euh, Romeo Langford et Josh Richardson. Honnêtement, sur les quatre, il n'y en a pas un seul qui est vraiment utile, hein, même si Schroeder peut faire des belles perfs, etc. Josh Richardson, je ne sais pas ce qui s'est je passé sais dans pas ce qui sa s'est vie, mais passé pour ce Ouais. joueur que je cuit du trouvais chez hyper. cuit. Ah oui, J'aimais beaucoup quand il était à Miami. Je la, pensais qu'il avait un vrai potentiel et finalement. la descente complète. Et au final, pour récupérer quand même 2 joueurs très intéressants, Daniel Theis et Derek White. Et je trouve que là, ils ont un 5 majeur cool avec des remplaçants. L'Est est chargé de fou, mais ils ont une petite équipe sympa pour maintenant, pour un peu plus tard. Ça va être sympa. Je pense qu'ils vont faire une bonne fin de saison. Ouais. Non, et puis voilà, Daniel Tice qui connaît déjà la maison, White qui aura aucun problème à s'adapter, je pense, enfin, au jeu de Boston. Effectivement, belle prise pour les Celtics. Toi, Chat, il y avait autre chose qui t'avait interpellé? Ouais, ça m'avait un peu surpris. On savait que Washington avait mis tout le monde sur le marché et pouvait voilà, transférer absolument tout le monde. Montrezarel qui part à Charlotte contre Vernon Carey et Ish Smith, ça m'a paru aussi un peu faible. Même si on sait que l'impact de Harrell en saison régulière, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas aussi fort que ce que les chiffres tendent à le démontrer. Mais Charlotte qui manquait aussi un peu d'intérieur, c'est pas vilain comme move pour essayer là aussi peut-être d'accrocher le play-in. C'est marrant à quel point le play-in a redistribué la façon dont opéraient les franchises
que ce soit pour la free agency, la deadline, autour de la deadline, c'est devenu un objectif. Et en ça, je pense que c'est une réussite pour Silver. Ça a créé du mouvement, ça a créé de la compétitivité. Après, on aime ou pas, hein, c'est particulier, mais c'est de ce genre de move là comme ça me fait penser à ça. Mais pour le coup, pour Charlotte, je trouve que ça a beaucoup de sens parce qu'effectivement, Ouais. c'était le poste sur lequel il fallait qu'il se renforce dans tous les cas. Et c'est important pour une équipe comme ça en construction de s'aguerrir, de jouer les playoffs, même les play-ins si on veut, voir un peu de quoi sont faits vraiment les joueurs. Et ça va leur permettre à court terme là, d'avoir un meilleur équilibre, je pense, dans le jeu, de pouvoir faire jouer Miles Bridges plus ailier parfois, etc., d'alterner un peu plus les formes de jeu. Je pense que c'est un bon move de la part de Hornets que j'avais pas forcément vu venir non plus pour le Le coup prix, avant la deadline. le coût est très très honnête, hein. C'est pas des joueurs sur lesquels ils avaient allé miser à l'avenir. Ils n'ont pas perdu de pic. Non, c'est parfait. Ils avaient besoin de scoring en plus, en sortie de banc et tout. Ouais. C'est impeccable. Ça va leur aider à gagner des matchs. Là, ils sont sur 6 défaites de suite. Ils ont besoin de se relancer. C'est bien pour eux. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près de tous les échanges les plus marquants de la période des transferts. On aura les yeux braqués sur les Nets et sur les Sixers au match par match, au tweet par tweet, au sub-tweet par sub-tweet dans les jours et les semaines qui vont venir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'Est, les choses sont toujours aussi incertaines en ce qui concerne les playoffs. La fin de saison, je pense, risque d'être folle parce que maintenant, tous les matchs vont compter. Et au-delà du play-in, là, ça va être vraiment intéressant de voir les Nets, les Sixers, les Bucks, ouais, toutes les équipes du haut du classement à l'Est. Je pense que ça va être vraiment passionnant à suivre. Pour tout le détail des trades, je vous engage à aller sur Basket Session. Vous trouverez tous les échanges qui ont été faits. Antoine Pimel vient de poster un article juste avant qu'on enregistre ce podcast dans lequel il a donné les notes de la rédaction concernant chacun des échanges qui ont pu être faits. Et nous, on vous donne rendez-vous comme d'habitude pour un nouvel épisode du podcast dès la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Non.